Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire de la semaine de la transformation numérique qu'on organise donc à la mêlée avec le pôle transformation numérique. Donc pour cette semaine, on vous propose des webinaires sur nos 7 champs d'action. Ça va du e-commerce donc ce matin jusqu'à la data jeudi après-midi et on organise également des rendez-vous de la sécurité numérique en présentiel à Toulouse et Montpellier pour ceux qui sont intéressés pour être sensibilisés à la cybersécurité. On organise aussi des coachings donc avec Tous en ligne maintenant qui est une opération qu'on porte à la mêlée. Qui est destinée aux entreprises qui existent depuis plus de 2 ans et qui ont réalisé plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires sur l'un des 2 derniers exercices comptables. Ces coachings sont animés par nos experts à la mêlée. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur la page où vous vous êtes inscrit normalement sur le site de la mêlée. Vous pourrez retrouver le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous ne pouvez pas assister au webinaire, comme ça vous permettra d'avoir le replay dès qu'il sort. Pour information, donc ce webinaire est enregistré. Vous pouvez couper les caméras si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay. Le replay sera disponible sur YouTube. Merci de couper vos micros pour qu'on puisse bien entendre les intervenants. Vous pouvez soit lever la main si vous souhaitez poser des questions ou alors les poser directement dans le chat et on fera remonter vos questions aux intervenants. Donc, les objectifs de cette semaine, c'est principalement de vous sensibiliser donc, à la transformation numérique. Pour cela, nous, à la mêlée, on organise plusieurs événements de sensibilisation. Donc, la semaine de la transformation numérique qui a lieu une fois par an. C'est donc 7 webinaires qui sont animés par nos experts sur une semaine. C'est complètement en ligne. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on organise donc 2 rendez-vous de la sécurité numérique en présentiel. On organise également les déjeuners de la Transfonum, donc un lundi sur 2. Ce sont des mini-webinaires de 30 à 45 minutes qui permettent de répondre à des questions concrètes que se posent les entreprises, principalement les TPE-PME. Ça reprend dès lundi prochain. Ce sera un déjeuner de la Transfonum animé par Philippe Bressolin. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur l'agenda. L'événement sera disponible à partir d'aujourd'hui pour vous inscrire. Donc ensuite, les rendez-vous de la sécurité numérique, on en a organisé déjà quelques-uns à la fin de l'année 2021. C'est en partenariat avec la commission sécurité, Cyberrock et Oxymore. Ce sont toujours des événements en présentiel qui sont animés par nos experts en cybersécurité. Et l'objectif de cette année, c'est d'en organiser un par département. Voilà, donc pareil, vous pouvez aller voir sur l'agenda les prochains qui auront lieu. Et enfin, notre grand festival du numérique, la Mêlée numérique, qui a lieu à la dernière semaine de septembre chaque année. Là, ça va être la 23e édition, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est en hybride, c'est organisé au Quai des Savoirs pour ceux qui sont à Toulouse. Et sinon, vous pouvez retrouver toutes les conférences en ligne. Le deuxième grand objectif de cette semaine, c'est de vous accompagner dans vos projets de transformation numérique. Donc pour cela, on vous propose des coachings tous en ligne maintenant, qui sont 100% financés par BPI France. Et je le redis, c'est à destination des entreprises qui existent depuis plus de 2 ans et qui ont réalisé plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires sur l'un des 2 derniers exercices comptables. On propose 8 thématiques différentes de coaching. Donc ça va de créer la première version de votre site internet, à sécuriser votre site web. C'est vraiment des coachings qui sont destinés à vous rendre opérationnel sur votre lancement sur le web. Pareil, vous pouvez en savoir plus sur le site internet de Tous en ligne maintenant. On propose également des mises en relation avec nos experts en fonction de vos besoins. Pour cela, il suffit de nous contacter à l'adresse transphonium@lamele.com. Nous, on a tout un catalogue d'experts que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Et avec Constance, on vous mettra en relation avec les experts qui correspondent le mieux. Et on vous propose également des job sticks. C'est pour tout ce qui est recrutement, alternance, formation. On peut également vous renseigner sur ça. On a également une liste d'offres qui sont proposées par la région et qui sont adaptées en fonction de votre profil, donc le Pass Occitanie, les Digital Skills par exemple. Vous pouvez tout retrouver sur le Hub Entreprendre.
pareil, vous aurez le lien dans le chat. Et enfin, les offres France Relance Occitanie. C'est le guichet unique des aides. Il suffit de taper France Relance Occitanie sur Internet et vous trouverez toutes les aides, et notamment celles qui vous correspondront le mieux selon vos conditions d'éligibilité. Donc, on démarre cette semaine de la transformation numérique avec un webinaire e-commerce et notamment les bonnes pratiques pour se lancer en ligne. Donc, ce webinaire va être animé par nos experts Céline Robert, Hugo Roy et Thierry Spadley. Écoutez, je vous laisse la parole et très bon webinaire à tous. À tout à l'heure. Donc bonjour, donc Céline Robert, je suis... j'ai plus le partage de la présentation. Oui, alors on a eu une panne de connexion, ça va revenir, je suis désolée Céline. Oui. À tous, je vous prie de nous excuser pour ce petit souci technique. Voilà, Élise est de retour, va pouvoir partager sa présentation. Sinon, on peut se présenter en attendant. En attendant, oui, très bonne idée. Ça. Donc Céline Robert, je suis cofondatrice de l'agence de communication qui s'appelle Comme3L. Pour la petite histoire, j'ai fait mon premier site internet, mon premier site de vente en ligne il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Alors, j'étais en stage, ok. Mais donc, en fait, voilà, le e-commerce, ça fait quelques années que je pratique. Et donc, avec Thierry et Hugo, qui vont se présenter, on va vous présenter quels sont les facteurs de réussite pour se lancer dans le e-commerce. Thierry et Hugo, vous présentez rapidement et puis après, j'enchaîne. Ok, je vais continuer. Allez, ok, donc Thierry Spenley. Donc moi, je dirige une agence digitale qui s'appelle InWinero, qui est basée sur Montpellier, agence qui est ouverte depuis 2019 et qui fait partie d'un réseau national qui s'appelle InWin. Et dont l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et dans leur stratégie digitale, dont le e-commerce fait partie. Et juste pour la petite anecdote, le premier conseil, c'est quand vous vous lancez dans le e-commerce, c'est d'avoir un ordinateur qui fonctionne et un fournisseur d'accès à Internet qui soit efficace. Voilà, sa petite boutade du matin. Je te laisse la main, Hugo. Super. Hugo Roy, donc je suis le cofondateur de Standout, qui est une agence de communication et de marketing que j'ai créée il y a 5 ans à Singapour. Ça fait 4 ans qu'on est sur Toulouse, on est 14 maintenant et on opère majoritairement auprès des PME, ET et grands groupes dans toute leur stratégie de communication de manière générale. Nous, on est spécialisé en stratégie de marque, mais ça nous arrive assez souvent effectivement de travailler sur de l'e-commerce et après sur l'activation, donc c'est-à-dire tout ce qui va compter après en termes de communication pour aider ces personnes avec un nouveau site à trouver leurs clients. Très bien, merci Hugo. Donc on va se partager un petit peu la présentation en vous présentant des facteurs de réussite. Et donc pour finir un petit peu ma présentation, donc comme 3L, en fait, on accompagne sur la création d'outils de communication, mais surtout aussi le conseil en communication, et on est aussi organisme de formation. Et donc pour les facteurs de réussite, donc moi j'ai choisi d'aborder la question par la question souvent la plus épineuse, qui est souvent on nous pose la question, mais combien ça coûte de se lancer dans le e-commerce? Je vais commencer par le premier conseil, qui est de définir un budget. Élise, si tu peux avancer. Donc, la question qu'on se pose souvent, c'est combien ça coûte de se lancer dans le e-commerce. En fait, combien ça coûte, ça va dépendre d'énormément de facteurs. Parce qu'en fait, ça peut ne pas coûter grand-chose déjà, selon qui le fait. Tu peux passer à la slide suivante. Voilà. En effet, si vous réalisez beaucoup de choses vous-même, vous n'aurez pas beaucoup d'argent à sortir. Donc, si vous déléguez plus en fait la réalisation ou la gestion en fait de votre e-commerce, bien sûr, plus ça va vous coûter, mais vous pouvez aussi faire beaucoup de choses vous-même. Ça dépend aussi le coût de comment c'est fait, quelle va être la technologie, quelles vont être les astuces, vont être les différentes techniques que vous allez mettre en place. Si vous déléguez des choses en fait du type de prestations réalisées ou de l'ensemble des prestations réalisées, le coût aussi, un facteur qui peut énormément peser dans le budget en fait du site de la vente en ligne, c'est le facteur concurrence. Si vous êtes dans un secteur
très concurrentiel ou faiblement concurrentiel, voilà, vous aurez peut-être plus d'efforts à fournir. Mais aussi, et c'est très important, ça dépend de où vous partez. C'est-à-dire que là, peut-être que dans l'audience, il y en a qui ne partent pas de zéro, qui ont déjà démarré dans le e-commerce. Donc forcément, s'ils veulent aller plus loin, ça va peut-être aussi leur coûter moins cher. Mais on peut aussi décider de partir léger avec, par exemple, 2-3 produits et puis ensuite faire évoluer son projet. Donc, ça dépend de l'ampleur du projet, de vos ambitions et aussi de comment vous faites en fait votre projet. Donc, mes collègues Thierry et Hugo illustreront certainement tout ceci d'exemples. Et pour continuer, en fait, souvent, en fait, la question va se poser sur qu'est-ce qu'on va faire en fait comme site internet. Parce qu'en effet, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'un site internet pour faire de la vente en ligne? Alors la question va se poser autrement, c'est est-ce qu'on a besoin d'une plateforme pour vendre en ligne? Oui. Est-ce qu'on a besoin forcément d'un site totalement autonome? Pas forcément. Si tu peux passer à la slide suivante. Donc, en effet, on va, pour faire simple, en fait, imaginer 3 grandes solutions, en fait, pour avoir une présence en ligne pour vendre des produits ou des services. On peut avoir un site, alors ce que j'appelle le site auto-hébergé, c'est un site totalement autonome, donc où vous aurez la main totalement sur tout. Donc, un site autonome, c'est un site qui va être hébergé chez un hébergeur, qui peut être fait par vous-même ou qui peut être fait aussi par une agence ou par un prestataire extérieur. On va avoir aussi la possibilité de passer par une plateforme. Alors la différence, en fait, c'est qu'une plateforme, c'est qu'on va prendre en fait un abonnement sur un site qui va vous fournir un espace préformaté que vous pourrez configurer en fait à vos mains. Et troisième solution, c'est la marketplace, c'est-à-dire que vous pourrez en fait avoir votre espace chez un autre e-commerçant. Donc pour faire simple, c'est comme si vous aviez en fait une place dans un marché. Donc le marché n'est pas à vous, mais vous avez votre propre petit espace à vous. Vous ne pouvez pas tout personnaliser, mais vous avez votre espace à vous. Si tu peux appuyer sur le bouton, voilà. Donc, pour faire un exemple, en fait, sur ce que j'appelle le site auto-hébergé, c'est que vous pouvez utiliser des CMS. CMS, c'est Content Management System, qui vont être plus ou moins dédiés au e-commerce. Donc, dans les plateformes dédiées au e-commerce, vous avez pour les plus connus, vous avez PrestaShop, c'est la première icône, et Magento. Mais vous pouvez aussi avoir des CMS, on va dire, plus généralistes comme Joomla, WordPress ou Drupal, qui peuvent avoir des plugins de e-commerce. Donc, ils peuvent avoir des sites. En fait, on peut avoir un site qui fait et site vitrine et site de e-commerce. Donc là, l'idée de ça, c'est d'avoir son propre hébergement et de développer en fait son propre site de A à Z. Ensuite, voilà, vous avez différentes plateformes. Alors, j'en ai mis quelques-unes, mais il y en a plein, pour les plus connus, qui vont permettre, en fait, sans forcément installer, sans forcément avoir d'hébergement à part, d'avoir, en fait, un espace, en fait, qui va permettre de faire sa boutique en ligne. Et enfin, pour les marketplaces, pour les plus connus, vous avez par exemple Amazon, Etsy, Rakuten, la Fnac ou Zalando, mais vous avez aussi La Redoute. Vous avez plein en fait de sites de boutiques en ligne qui proposent de vous laisser votre propre espace. Passe à la slide suivante. Voilà, donc pour les sites, pour les différentes formules, il y a forcément des avantages et des inconvénients. Et éventuellement des questions de coût, mais ce n'est pas les seuls critères en fait qu'on va prendre en compte en fait. Vas-y. Voilà, donc par exemple, en fait, vous allez avoir différents facteurs en fait qui vont rentrer en ligne de compte, donc des facteurs de lancement, le coût au lancement, la mise en œuvre, le niveau de personnalisation possible, les coûts ou on va dire les moyens développés pour l'entretien en fait au fil de l'eau, les possibilités de visibilité et éventuellement le coût plus loin. Alors forcément, le site, on va dire totalement autonome. Alors c'est des grandes masses parce que tout dépend encore une fois de est-ce que vous faites les choses vous-même, est-ce que vous avez des compétences en interne ou pas. Mais globalement, en fait, le site autonome va souvent
coûter un petit peu plus cher que les autres solutions. La mise en œuvre est forcément un petit peu plus longue. Par contre, au niveau personnalisation, là, vous avez la main sur tout, puisque c'est votre site internet et vous pouvez totalement personnaliser l'expérience. Au niveau entretien, alors c'est pas forcément une catastrophe, hein. On a mis un smiley qui fait la grimace, c'est pas forcément catastrophique à faire, mais forcément vous êtes responsable de votre site, donc c'est à vous de gérer l'entretien ou à votre prestataire, bien sûr. Au niveau visibilité, ben, vous avez la main pour être totalement visible, donc vous pouvez bien sûr, moyennant certaines opérations, être parfaitement visible, mais il peut y avoir en effet un coût plus ou moins fort d'entretien à l'année. Pour la plateforme, en fait, au niveau du coût, ça va être un petit peu plus léger. Ça peut, en fait, pour tout vous dire, les plateformes souvent sont gratuites au démarrage et puis selon les options que vous rajoutez, ça peut vous coûter plus ou moins cher. Donc, il peut y avoir en effet un coût qui peut aller croissant au fur et à mesure de vos besoins. La mise en œuvre est beaucoup plus rapide parce qu'en fait, clairement, pour faire votre site, vous appuyez sur un bouton, vous créez votre compte et votre site est prêt. Il faut le configurer un petit peu. Au niveau personnalisation, vous avez des options de personnalisation, mais vous pouvez, on va dire, potentiellement aller moins loin que sur un site qui est totalement autonome. Au niveau entretien, par contre, vous êtes tranquille, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent gérer l'entretien, qui doivent gérer la pérennité, qui doivent assurer la pérennité de fonctionnement du site. Et au niveau visibilité, alors, c'est plus ou moins, parce que des fois, en fait, ces plateformes ont la mauvaise réputation de ne pas être forcément très, très, très bien visibles sur Internet, mais il y a des moyens de faire des choses. Au niveau de la marketplace, c'est la solution qui va être la plus économique, qui va être la plus rapide à mettre en œuvre. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec l'image du marché, c'est que vous n'êtes pas chez vous. Donc, vous avez le logo de l'enseigne, vous n'avez pas votre propre personnalisation. Alors, vous avez une personnalisation plus ou moins forte selon les plateformes. Vous avez des commissions aussi à donner à la plateforme en fonction des ventes, voilà, pour la marketplace. Et au niveau visibilité, voilà, vous n'avez pas une visibilité propre, mais vous bénéficiez de la visibilité de la plateforme. Voilà. Sachant que des fois, certains e-commerçants font le choix d'avoir une des deux premières versions, site autonome ou plateforme, plus la marketplace. La marketplace peut être une solution qui peut être faite, choisie, on va dire, en totalité, c'est-à-dire qu'on peut être 100% sur la marketplace, mais ça peut être aussi une solution en plus pour avoir une autre visibilité en plus qu'un site auto-hébergé ou d'être sur une plateforme. Donc, combien ça coûte tout ça? Donc, on va le voir. Vas-y, si tu peux passer à la page suivante. Ah bah, donc, tout dépend, bien sûr, gardez en tête que ça dépend de comment c'est fait, par qui c'est fait, mais on va avoir différents postes de dépenses qui vont être, bien sûr, la mise en place du site de vente en ligne. Alors là, pour l'exemple que j'ai pris pour des coûts, c'est un exercice qui est toujours délicat parce que les coûts peuvent vraiment varier de 0 à l'infini. Tout dépend du projet, en fait. Selon les projets, selon l'ambition du projet, on peut avoir des coûts à plusieurs zéros derrière, mais j'ai pris l'exemple du site autonome. Voilà, du site autonome fait plutôt par une agence ou par un professionnel. Donc, on a le poste création du site, le poste hébergement du site, et ensuite les postes de visibilité, donc la définition de la stratégie et puis ensuite la mise en place du marketing avec deux variables. Si je suis avec une faible concurrence, je suis avec une forte concurrence. Alors ce sont des chiffres qui sont, que vous allez voir, qui sont un petit peu à la louche. Vas-y, Élise, s'il te plaît. Donc, par exemple, pour la création du site, en fait, ça peut aller grosso modo de 2 000 à plus de 10 000 euros. Pour l'hébergement, on peut avoir des hébergements moins chers, mais on considère quand même que pour du site de e-commerce, il faut plutôt un hébergement un petit peu solide. Donc, on va démarrer à peu près à 200 euros. Là, alors, ça, c'est les coûts à l'année. Hein. Au niveau de la stratégie, ben, tout dépend si vous définissez bien sûr votre stratégie vous-même ou si vous faites appel à un expert. Mais là, voilà, ça va être de la prestation qui peut avoir un petit coût. Et le marketing, donc c'est tout ce qui va être les opérations de visibilité qui peuvent varier vraiment en fonction de ce que vous mettez en place et de niveau de concurrence. Donc ça, ce sont les coûts. Vas-y, Élise, on va dire pour le lancement.
Mais il faut penser que le site que vous allez créer va vivre dans le temps et que ces coûts peuvent se répéter d'une année sur l'autre. Vas-y, s'il te plaît. Voilà. Donc, pour les années suivantes, alors pour la création du site, normalement, le site est créé, donc il ne devrait pas y avoir de surcoût, mais un site doit évoluer. Donc, on considère que les années suivantes, il faut imaginer un budget pour le faire évoluer, rajouter des fonctionnalités, l'étendre, des choses comme ça. L'hébergement, c'est un coût de toute façon à l'année. La stratégie doit être repensée régulièrement en fonction du contexte, en fonction de l'évolution aussi de votre entreprise. Et le marketing, c'est quelque chose qu'il faut renouveler régulièrement et qui peut alors bien sûr baisser les années suivantes, mais souvent on conseille en fait de conserver en fait un pourcentage de chiffre d'affaires pour réinvestir dans le marketing. Donc, ce qui fait que selon la faible concurrence ou la forte concurrence, on peut avoir un budget qui démarre, on va dire, à 10 000 euros l'année ou 6 000 euros l'année pour peut-être aller jusqu'à beaucoup plus selon ce qu'on fait. Est-ce que tu peux passer? Voilà. Donc, voilà un petit peu. Vas-y, encore. Merci. Donc voilà, alors ce sont des tarifs à la louche. Vous pouvez voir bien sûr des choses totalement différentes, mais ça permet d'avoir une idée un petit peu de l'ensemble. Conseil que je peux vous donner, c'est surtout de ne pas non plus tout mettre en fait de votre budget dans votre site. Alors, en fait, avoir un site de e-commerce sans communiquer, ça reviendrait vraiment à avoir une petite boutique au fin fond d'une rue sombre, d'un village inhabité. Voilà, ça c'est un petit peu l'image que je donne. Donc, l'erreur qui est souvent faite, en fait, ça va être de consacrer 80% de son budget dans son site internet et 20% dans la publicité. Donc, c'est vraiment pas le conseil que je vous donne, c'est vraiment plutôt d'essayer d'équilibrer, quitte à réduire vraiment votre projet au démarrage, partir plus petit pour pouvoir le faire progresser. Voilà. Donc, pour la communication, je vais arrêter là-dessus pour laisser Thierry et Hugo illustrer ce que j'ai présenté avec des exemples. Si tu peux passer à la suite, s'il te plaît, Élise. Au niveau communication, très rapidement, j'ai plusieurs moyens qui peuvent permettre de rendre une activité de e-commerce visible. Donc, on peut avoir l'affiliation. Le display, c'est tout ce qui est publicité sur d'autres sites Internet. L'emailing, vous avez des webinaires là-dessus et des coachings là-dessus, donc n'hésitez pas. Le SEO, ce qu'on appelle le SEO, c'est le référencement naturel, donc être visible sur les moteurs de recherche. Et puis, il y a toujours aussi des moyens, on va dire, traditionnels, qui vont être les relations presse. Les flyers, si vous avez une boutique physique et une boutique en ligne en complément, avoir de la visibilité dans votre boutique physique pour pouvoir communiquer sur la vente en ligne, c'est toujours un bon moyen. Et vous avez aussi d'autres techniques, on va dire, plus ou moins élaborées, qui vont être de donner de la visibilité à votre site par toute une action marketing qui s'appelle l'inbound marketing. Donc, c'est ce qu'on appelle la stratégie de contenu, qui va être un mix, en fait, de emailing, de blog, de choses comme ça. Et vous avez aussi la publicité directement sur Google ou sur les réseaux sociaux, en fait. L'idée de payer, en fait, les plateformes comme Google, Facebook et autres pour rendre votre boutique visible aux personnes qui juste utilisent ces plateformes-là. Donc voilà quelques idées de budget que ça peut représenter. Donc l'idée de cette présentation, c'est vraiment de vous donner quelques bases pour que lorsque vous élaboriez en fait votre budget, vous pouviez voilà, vous dire quels sont les moyens que je vais mettre en œuvre pour toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas tout mettre dans le site et en garder un petit peu sous le coude pour faire avancer l'ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les poser dans le chat. Et je vais laisser la main donc à Thierry. Donc Thierry, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin dans cette question-là sur justement la communication? Je crois que tu as pas mal de choses à dire dessus. Ok, merci Céline. Donc je prends la main. Donc si tu peux avancer, Élise, s'il te plaît. Donc effectivement, comme l'a dit déjà donc Céline, avoir un site internet, pour se lancer dans l'e-commerce, il n'y a pas que le site internet.
Donc, si tu peux avancer les différents diapos. Donc, le e-commerce, effectivement, c'est du site internet, mais il y a aussi d'autres éléments qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc, c'est fournisseurs, c'est essayer d'avoir donc pour toujours avoir les bons produits au bon moment. Il ne faut pas oublier que si vous êtes sur Internet, les e-acheteurs, ils ont vraiment un besoin d'immédiateté à gérer. Les paiements qui sont importants aussi pour sécuriser vos transactions. Avoir une offre qui soit cohérente. Deux autres points à ne pas négliger, donc c'est la logistique, puisqu'en fait, vos produits, il faut les envoyer, les mettre à disposition. Et le dernier point, comme l'a déjà évoqué Céline, c'est la communication. Donc moi, je vous propose de revoir ces différents points, alors pas forcément dans le même ordre. Donc le premier, bonne pratique, enfin la deuxième, après ce qu'a déjà présenté Céline, l'idée c'est donc d'avoir, n'oubliez pas que quand vous avez un site internet, en fait, vos clients, ils sont en direct avec votre entreprise sans avoir le support d'un conseiller ou d'un vendeur. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y ait de la réactivité quand vous répondez et surtout de la disponibilité. Donc, proposer un service après-vente efficace. Et donc, s'il a des questions, il faut absolument donc que vous mettiez les canaux de communication à disposition et surtout qu'ils soient opérationnels. Si vous mettez un numéro de téléphone disponible entre 8h et 18h, il faut que vous puissiez répondre. Si vous avez mis en place un système de contact par mail, répondez aux emails, pas en 3 semaines, mais le plus rapidement possible, c'est hyper important. Et puis, il y a aussi tout ce qui est gestion des retours. Donc, c'est surtout important si vous vendez des produits liés à la mode avec des problématiques de taille. Vous êtes intéressé par une paire de chaussures, vous ne savez pas si c'est 41, 42 ou 43 ou 35, 36, 37, vous allez en commander les 3. Mais ce qu'il faut, c'est que les 2 paires qui ne vont pas aller, il faut que vous puissiez les retourner le plus rapidement possible et le moins cher possible aux e-commerçants et avec la procédure de remboursement qui va bien aussi pour vous y retrouver. On passe à la bonne pratique suivante, donc c'est la logistique. Ça, c'est un point donc, qui est lié, qui est hyper important. Donc, soignez votre logistique, c'est-à-dire soyez prêt à traiter les commandes en fonction de la promesse que vous faites aux clients. Si vous leur dites livraison en 24 heures, il faut que vous ayez à la fois le personnel, le stock de produits et toute l'organisation qui va bien avec le transporteur ou les modes de transport qui sont adaptés à vos produits et à ce que vous promettez aux clients. Donc, il y a plusieurs modalités de transport. À vous de choisir celle qui correspond le mieux à vos produits et à votre clientèle. Est-ce que vous devez livrer à domicile? Est-ce que vous devez livrer en point relais? Tout ça, c'est des points qui sont importants à prendre en considération. Si on continue, voilà. Donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Les moyens de paiement, c'est quelque chose aussi d'important. Il faut que vous sécurisiez vos transactions, donc à la fois pour que vous soyez sûr d'être payé, parce que n'envoyez pas vos produits avant d'être certain d'être payé. Et le moyen le plus efficace aujourd'hui, ça reste la carte bancaire. Alors que vous utilisiez un contrat avec votre banque ou que vous utilisiez des prestataires de services de paiement externalisés. Quand vous vous lancez, moi je vous conseille plutôt d'utiliser des prestataires type Stripe, PayPal, puisque c'est plus simple à mettre en œuvre. Il y aura peut-être des coûts qui seront plus élevés, mais ça vous permettra d'expérimenter sans vous engager et passer du temps avec votre banque, sachant qu'en général, les modules bancaires sont payants. Un point important, c'est la sécurité. Alors, on reste encore sur les paiements. Un point important, c'est la sécurité, et en particulier donc ce qu'on appelle le 3D Secure pour que vos transactions en cas de fraude soient prises en charge en général par la banque. Alors les prestataires type Stripe ou PayPal,
sont aussi 3D Secure. Si vous en prenez d'autres, vérifiez bien ce point-là. Et les autres modalités de paiement, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a possibilité de mettre en place des prélèvements, des virements, du paiement par chèque, mais tout ça, ça va vous compliquer la logistique et surtout augmenter les délais, puisqu'il va falloir, sauf si vous êtes prêt à prendre des risques, mais ce que je ne vous conseille pas, c'est attendre d'être payé avant d'envoyer la marchandise. Sur les abonnements, si vous mettez en place des systèmes d'abonnement, privilégiez également la carte bancaire, c'est quand même le système le plus simple. Et encore une fois, des plateformes type Stripe proposent donc les paiements récurrents par carte bancaire. Ou sinon, si vous utilisez les services de votre banque, il faut que vous vérifiez avec eux qu'ils ont cette option disponible. Voilà, on passe au point suivant, donc qui est aussi hyper important, Céline en a déjà pas mal parlé, c'est la visibilité. Encore une fois, si vous lancez un site internet, c'est pas parce que vous allez mettre votre site internet en ligne que tout le monde va le voir tout de suite. Ce qu'il faut, c'est à vous d'être visible. Et d'être visible où? Mais en particulier sur les moteurs de recherche. Donc il va falloir que vous travaillez donc, votre position, le position de votre site donc, dans les pages de réponse des moteurs de recherche. Et puis aussi, travailler votre communication pour attirer les internautes dans votre boutique. Donc ça va être l'emailing qui reste quand même un outil intéressant et également les réseaux sociaux qui sont un moyen de drainer du trafic vers votre site internet. Alors je vous propose de regarder un petit peu plus dans le détail, si on passe à la diapo suivante, comment gagner en visibilité. Donc un des premiers facteurs, un investissement sur le long terme, un investissement important, à mon avis, le plus important, c'est de travailler, donc c'est d'optimiser le référencement naturel de votre site e-commerce. Et ça se fait pas tout seul. Il y a des efforts à faire. Alors il y a des efforts à faire déjà sur le site. Donc il y a différents points qu'il faut vérifier sur votre site pour optimiser son référencement par les moteurs de recherche. Donc, ce qu'il faut, c'est que votre site soit rapide en termes de chargement. Idéalement, qu'il soit mobile first, c'est-à-dire qu'il ait été conçu non pas depuis un écran d'ordinateur, mais depuis un téléphone mobile. Il ne faut pas oublier qu'on a plus de 80% de la navigation Internet qui se fait aujourd'hui par mobile. Et une bonne partie des achats, je crois que c'est de l'ordre de 70% des achats qui sont réalisés à travers le mobile. Il faut que vous travaillez le contenu de votre site, c'est très important pour le classement dans les moteurs de recherche. Donc le contenu qu'on appelle direct, donc tout ce qui est votre site. Donc l'avantage quand vous avez des produits, c'est que vous avez beaucoup de pages. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas négliger les textes, ne pas négliger les contenus, et surtout l'architecture qui doit respecter un certain nombre de critères qui sont propres donc au moteur de recherche. Le contenu indirect, c'est tous les liens que vous allez pouvoir avoir avec d'autres sites e-commerce ou d'autres partenaires qui vont montrer que votre site n'est pas isolé. Et ça va augmenter aussi donc son niveau d'autorité à travers ce qu'on appelle donc les backlinks, les liens entrants, qui sont vraiment des points aussi importants à travailler pour augmenter le niveau de confiance de votre site vis-à-vis des moteurs de recherche. Et la confiance, on l'a aussi à travers les éléments de rassurance. Tout ce qui est avis sont hyper importants, en particulier les avis Google My Business, qui s'appelle maintenant Google Business Profile, qui sont hyper recherchés. Bon, avec des avantages et des inconvénients. Mais il y a aussi d'autres, une fois que vous êtes lancé et que votre boutique fonctionne, regardez ce qui se passe avec des tiers de confiance type Trustpilot ou avis vérifié. Donc ce qu'il faut, c'est que vous mettiez des éléments de rassurance sur votre site pour vos clients et que ce soit des éléments tangibles. Voilà, on passe au point suivant. Alors en termes de référencement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le référencement local. Ça, c'est un levier qui va vous permettre d'avoir des résultats très rapides.
Donc, un des premiers points du référencement local, c'est encore une fois Google Business Profile. Donc, votre fiche Google My Business, n'hésitez pas à la compléter et surtout à faire en sorte qu'elle soit le plus complète possible. Et donc, c'est avec cet outil-là que vous allez pouvoir donc récupérer des avis, hein, donc qui sont fortement, qui sont des facteurs de transformation importants et qui vont peut-être confirmer l'intérêt de votre boutique par rapport à celle du voisin. Comme vous le voyez, hein, la note est directement fait partie des critères que propose Google, au même titre que les horaires. Donc, quand vous avez une réponse locale qui apparaît. Et donc, ce qui est aussi important, c'est qu'un point d'avis gagné Google, en général, on dit que c'est... donc, si vous passez de 3,5 à 4,5, ça vous permet de booster votre chiffre d'affaires d'environ 10%. On passe au suivant. Point suivant, donc, autre moyen d'être visible sur les moteurs de recherche, donc c'est la publicité. La publicité en ligne. Donc là, l'avantage par rapport à un travail sur le référencement naturel qui va mettre plusieurs mois avant d'avoir de produire ses effets, c'est donc la publicité avec en particulier Google Ads avec deux options. Si vous êtes si vous avez une boutique en ligne, c'est ce qu'on appelle Google Shopping. Donc là, vous passez par il faut que vous paramétrez Google Merchant Center avec tous vos produits et à partir de là, Google va pouvoir proposer vos produits en fonction du plan que vous aurez mis en place. Le deuxième élément là qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle donc le search. Donc là, c'est des annonces qui apparaissent avec la petite mention annonce. Et donc là, c'est le paiement au clic. Hein, donc c'est uniquement à partir du moment où l'internaute va cliquer que vous allez payer. Et pour vous montrer la différence, en bas, donc c'est un résultat de référencement naturel. Voilà le type de réponse que propose Google, sachant qu'il y a aussi un point important qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on ne maîtrise pas le type de réponse que propose Google. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que vous testiez en fonction de vos produits et de votre zone de chalandise. Et vous verrez ce qui est plutôt mis en avant, si c'est du référencement local ou si c'est du shopping ou du search. Voilà, si on passe à la slide suivante. Alors, quel référencement privilégié? Donc, je vous ai mis quelques éléments. Donc, privilégier le référencement local, le référencement naturel, pardon, surtout pour une entreprise locale avec une concurrence faible à moyenne. Si c'est un site qui a une vocation à présenter des informations, un savoir-faire, une technique ou un domaine pointu et précis, puisque là, vous allez pouvoir travailler sur le contenu. Si vous avez une activité de niche, et si vous avez une activité aussi pour laquelle la publicité est interdite, en particulier les cigarettes électroniques, l'alcool, le paramédical, pardon, et les activités de formation comme le coaching par exemple. À l'inverse, le référencement payant serait à privilégier pour une visibilité immédiate, pour une entreprise locale avec une concurrence qui est forte. Donc là, les efforts en matière de référencement naturel seraient vraiment trop élevés. Et donc là, vous avez la possibilité d'activer le levier du référencement payant. Donc pour les sites e-commerce aussi qui ont des produits avec des prix moyens, des prix d'un niveau moyen à élevé, il ne faut pas oublier que ça a un coût, la communication, comme vous avez vu sur les slides de Céline. Et ça, il faut en tenir compte dans votre stratégie globale. Et puis, ce qui est aussi important, c'est si vous avez une activité dans un métier d'urgence, comme la serrurerie ou la plomberie, où là, les internautes ne vont pas se poser 36 000 questions. Ce qu'il faut, c'est que vous apparaissiez dans les 3-4 premiers résultats et là, pour avoir du clic et du trafic. Voilà, suivant, s'il te plaît. Donc, dans la communication, ce qui est aussi à pas négliger, donc c'est la communication avec vos prospects, avec vos clients, avec votre communauté. Donc, utilisez les réseaux sociaux pour créer vos communautés, animer votre communauté donc en proposant des publications régulières, et ça vous permettra donc de présenter vos nouveaux produits, vos promotions et autres
et de générer du trafic vers votre site. Et également, un point qui n'est pas à négliger, qui n'est pas has-been, c'est l'emailing. Donc ça, vous en avez peut-être, il y en a peut-être beaucoup, mais ça marche encore pas mal. De même que si vous faites des campagnes ciblées, vous pouvez également utiliser du SMS. Et enfin, voilà. Donc la dernière bonne pratique que je voudrais vous proposer, c'est surtout donc un des avantages du e-commerce, c'est que vous avez tous les outils pour pouvoir mesurer votre performance. Donc avec le référencement naturel, vous allez pouvoir mesurer le nombre de visites, le nombre de nouveaux visiteurs, le taux de rebond sur votre site. Avec le référencement payant, que ce soit donc, si on n'est pas trop parlé, donc sur du Google Ads ou du Bing Ads voilà, ou même sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram en particulier. Là, vous allez pouvoir donc mesurer donc le taux de clic, donc c'est le nombre de fois, par exemple sur du Google Ads, ou le nombre de fois où il y aura des clics sur votre annonce par rapport au nombre de fois où elles auront été affichées par Google. Les dépenses que vous allez, les dépenses et surtout les revenus que vous allez pouvoir générer. Donc vous allez pouvoir mesurer votre coût au clic. Et donc à côté de ça, vous mettez en comparaison tout le chiffre d'affaires que vous rapporte votre site e-commerce, la marge, quel panier moyen, quel est votre indice de vente, et tout ça pour mesurer un élément qui est important, donc c'est le taux de transformation, puisque l'objectif quand vous avez un site e-commerce, c'est de convertir en faisant en sorte qu'il y ait le maximum de visiteurs et qu'il y ait le maximum d'achats qui soient générés sur votre site. Voilà. Et je vais passer maintenant la parole à Hugo qui va pouvoir vous donner encore des conseils complémentaires pour avoir un site e-commerce efficace. Merci Thierry. C'est ça pour l'idée. Voilà, il ne nous reste pas énormément de temps, donc je vais essayer d'aller assez vite. Mais si vous voulez que je réponde à des questions ensuite, je pourrais le faire. L'idée, c'est de vous donner plutôt, après quelques conseils qui ont été assez pratiques finalement du reste de mes collègues. L'idée, c'est de revenir sur des grandes idées qui vont vous aider normalement à réussir, ou en tout cas à tirer votre épingle du jeu dans la vente en ligne. La première notion qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe pas vraiment de stratégie gagnante. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à comprendre avant même de se lancer. Vous allez trouver la vôtre. L'idée de fond, c'est qu'aujourd'hui, vendre en ligne, on pourrait vous dire, OK, il te faut absolument que tu mettes 20 000 € dans un site internet. Il te faut absolument une marque incroyable. Il te faut absolument un super produit. Il faut que tu investisses dans le référencement. Il faut que tu te développes une communauté en ligne, etc., etc., etc. Et on va vous donner souvent, vous allez entendre des affirmations comme ça. Puis en plus, vous allez essayer de regarder ce que fait la concurrence. Et vous allez vous dire, OK, mais la concurrence, ça a marché comme ça, donc il faut que je fasse la même chose. Le truc, c'est que ça va dépendre d'énormément de choses, comme mes collègues ont pu le dire au début. La principale, par exemple, c'est votre niveau de maturité, votre niveau de ressources et vos ambitions. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout attendre et demander le même type de ressources et le même type d'action de communication à, disons, une boutique locale qui essaie simplement de proposer du click and collect, c'est-à-dire finalement de simplement augmenter de, je sais pas, 30% ses ventes et son chiffre d'affaires classique en se permettant de pouvoir toucher une clientèle différente. On ne va pas demander la même chose à ce type d'entreprise à une autre qui se dit qu'ils vont essayer de vendre dans toute la France et d'essayer de concurrencer un marché qui est déjà complexe, par exemple. Donc l'idée de fond, c'est qu'en fonction finalement de là où vous voulez aller et à quelle vitesse, vous allez du coup proportionner vos investissements en fonction de ça. Par exemple, quelque chose que je donne très souvent comme conseil aux entreprises qui m'en accompagnent, en fait, celles qu'on ne peut pas accompagner très souvent, en fait, généralement, c'est celles qui sont un petit peu trop au début de leur activité. C'est-à-dire qu'ils ont une idée, ils ont un potentiel produit, ils ne l'ont encore jamais vendu, tout court, et encore moins en ligne. En général, ce que je conseille à ce niveau-là de développement, c'est de mettre un minimum, en fait, pour faire un test. C'est-à-dire de commencer avec, OK, on va faire le site nous-mêmes, on va passer par une plateforme intermédiaire type Shopify, où quelqu'un avec un minimum de connaissances peut faire un site qui sera bof, qui peut faire un site qui fonctionnera. On va partir avec 2-3 produits. Et ce qu'on va faire pour commencer, pour avoir des résultats assez rapidement, c'est qu'on va dépenser 100, 500, 1000 € dans de la publicité en ligne, et en général, soit un Google AdWords, soit du Facebook Ads. Et en fait, ce qu'on va essayer de voir ici, c'est est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce que finalement, avec notre offre un peu basique, qui n'est pas terminée, on arrive quand même à vendre? Si on arrive à vendre, ce que ça veut dire, c'est que techniquement,
si on se fait accompagner, si on augmente notre budget, si on améliore notre taux de conversion, si on améliore notre visibilité, notre valeur ajoutée finalement, il y a des chances que ça marche encore plus. Et donc, on va se retrouver dans un système où on a un investissement moyen pour des résultats moyens, ou pas de résultats, et dans ce cas-là, on sait que c'est peut-être pas le bon axe pour nous, ou alors un investissement moyen pour des résultats moyens qui permettront, à fur et à mesure de réinvestir ce budget-là, d'avoir des résultats plus conséquents. Ça, c'est la première chose. Et à l'inverse, dans la même logique, on va avoir des marques qui, elles, par exemple, c'est juste un produit qu'ils vendent déjà, ils ont déjà une domination sur leur marché, on est sur une PME par exemple, ou une ETI, et c'est juste qu'ils ouvrent un nouveau canal, ce qui fait qu'ils connaissent leur cible, ils savent que leur produit est compétitif, ils connaissent leur prix, ils ont des idées déjà de comment pénétrer le marché, et ils ont les moyens qui vont derrière. Et donc dans ce cas-là, à l'inverse, eux, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de faire 1 an, 2 ans, 3 ans de test. Ce qu'ils veulent, c'est rapidement prendre des parts de marché. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va directement mettre un budget plus conséquent, préparer une stratégie, faire tout de suite un site internet qui soit calibré pour réussir, parce que l'objectif, c'est pas tant d'économiser pour voir si ça marche, c'est de rapidement faire en sorte de gagner des parts de marché. Et donc là, on va se retrouver beaucoup plus à des sites à 15, 20 000 euros, avec des campagnes qui vont tourner entre 50 et 100 000 euros à l'année. Enfin, en fonction des objectifs qui sont derrière, bien sûr. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est quelque chose qui est pour le coup vrai, qu'on soit dans une grosse stratégie d'investissement ou qu'on débute. Ah non, c'est toujours dans le même slide, c'est la deuxième idée. C'est l'expérimentation. Encore une fois, il n'y a pas de stratégie gagnante. Et donc, s'il n'y a pas de stratégie gagnante, ce sera à vous de trouver la vôtre. Pour certaines boîtes, le référencement naturel, par exemple, c'est extrêmement pertinent. C'est une question de marché, c'est une question de ressources. Pour d'autres, ça ne marchera pas. Une des grandes règles du référencement naturel, c'est la création de contenu continu. C'est-à-dire qu'il va falloir écrire des articles pour faire très simple, il va falloir écrire des articles de blog de manière très régulière. Il y a des boîtes qui, parce que vous avez un stagiaire qui peut le faire, parce que vous, c'est votre dada, etc., qui vont pouvoir internaliser cette charge. Il y en a d'autres qui ne pourront pas du tout. Donc, pour elles, ce n'est pas un canal pertinent. Ça pourrait l'être, mais ça ne l'est pas. Donc, ils n'ont pas, par exemple, le budget pour pouvoir confier leur référencement à quelqu'un comme Thierry, par exemple. À l'inverse, lorsqu'on est sur des nouveaux marchés, on va pouvoir se dire, OK, mais est-ce que les réseaux sociaux, ça marche? On va tester. On va essayer de regarder si ça fonctionne ou pas. On va mettre des petits budgets, un peu de temps. On va se laisser 1 mois, 2 mois. On va se fixer les objectifs et on va voir s'il y a de l'attraction. Et c'est important comme ça de tester tout ce qui arrive parce que, en fait, la troisième idée, ça va être de ne pas se disperser. Donc, on commence par tester tout ce qui est possible de faire. Est-ce que l'emailing, ça marche pour nous? Est-ce que les réseaux sociaux, ça marche pour nous? Si c'est quels réseaux sociaux, quel réseau social? Est-ce que je vais faire du LinkedIn? Est-ce que je vais faire du Facebook Ads? Est-ce que je vais aller sur Instagram? Est-ce que je vais aller sur TikTok? Je regarde, je teste, je me donne un temps pour faire ça avec un petit budget alloué à chaque chose. J'attends pas de résultats particuliers. J'attends pas que ça explose. Ce que j'attends, c'est que on ait des premiers résultats qui me disent que ça, c'est la bonne piste. Une fois qu'on trouve une piste qui fonctionne, ce qu'on va faire surtout, ça c'est très important et c'est un conseil que je répète mais constamment, même à mes étudiants, c'est de ne pas se disperser. En fait, le problème de fond, c'est que lorsqu'on regarde la vente en ligne de l'extérieur, lorsqu'on regarde les grandes marques, comment est-ce qu'elles fonctionnent, on voit qu'elles sont présentes partout. Donc, on se dit qu'une des clés de la réussite pour fonctionner en ligne, pour réussir à vendre, même en tant que marque, c'est d'être présent partout. Un peu sur les réseaux sociaux, un peu en ligne, un peu en référencement, etc., etc. Sauf que le problème, c'est que vous n'êtes pas à ressources illimitées, contrairement à Coca-Cola, par exemple. Et donc, vu que vous n'êtes pas à ressources illimitées, si vous essayez de copier leur stratégie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez diviser votre budget par 10, 15. Et donc, en fait, sur chaque canal, donc chaque action de communication que vous allez choisir, vous allez avoir un tout petit budget et qui ne va marcher en plus, comme on l'a vu au-dessus, que sur les canaux qui sont les plus pertinents pour vous. Et donc, en fin de compte, en termes de résultats, vous allez avoir très peu de choses. Donc, le but, c'est qu'on teste. Une fois que vous testez, vous mettez tous les œufs dans le même panier, dans celui qui fonctionne le plus, et vous vous servez de ça pour faire des effets de levier. C'est-à-dire que si vous mettez, plutôt que de mettre 10 euros partout, vous mettez vos 100 euros sur le canal qui fonctionne le plus. Ces 100 euros vont rapporter donc plus que simplement 10 euros. Forcément, c'est assez simple. Et à partir de là, vous vous servez de ce que vous avez généré en plus pour, d'une part, réinvestir dans le même canal, mais au bout d'un moment, c'est là où vous pourrez essayer de faire en sorte de voir est-ce que vous n'allez pas sur d'autres réseaux sociaux, est-ce que vous voulez, on ne sait pas, en SEO, etc., etc. C'est le meilleur moyen, en fait, pour se permettre d'équilibrer son ratio ressources et objectifs, et faire en sorte que ça colle. On peut avancer. Quatrième argument, et quelque chose qui est aussi très important, c'est de ne pas trop regarder la concurrence. En fait, c'est important de comprendre ce qu'ils font, parce qu'il faut comprendre bien sûr que à partir du moment où vous avez des concurrents
vos clients, lorsqu'ils vont chercher votre produit, ils vont vous comparer forcément, donc c'est important de savoir à quoi est-ce qu'ils vous comparent, pour essayer de comprendre où est votre valeur ajoutée. Donc là où je vous dis de ne pas trop regarder la concurrence, c'est de ne pas trop regarder ce qu'ils font véritablement. Je m'explique. Très souvent, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Coca-Cola, c'est que lorsqu'on va arriver sur un marché, on va se dire, OK, il y en a un, il est là depuis 6 ans, aujourd'hui il fait ça, du coup, si je veux que ça marche, il faut que je fasse la même chose que cet acteur-là. Ça, c'est très courant, je le vois tout le temps. En général, lorsque les écoles et les personnes font des benchmarks, ils le comparent trop souvent à ce que fait l'entreprise maintenant. C'est intéressant de le savoir, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de comparer avec là où vous en êtes vraiment, et là où vous en êtes aujourd'hui. Si vous êtes en train de vous lancer, si vous êtes dans la première année de votre activité, l'idée, c'est beaucoup plus de comprendre comment est-ce que votre concurrent il a réussi à récupérer ses premiers clients lors des 2 premières années. Donc, il y a 2 choses à voir là-dedans. Donc, quelles ont été les actions de communication qu'il a réalisées, qu'est-ce qui a bien marché, quels ont été les facteurs clés de réussite. Donc ça, on va essayer de les copier, mais en prenant en compte quelque chose qui est difficile dans notre secteur, mais qui est important, c'est le contexte. C'est-à-dire que la réussite de ce t-shirt il y a 10 ans sur son secteur, elle n'est pas reproduisible aujourd'hui avec les mêmes canaux. Parce qu'on était dans un contexte, par exemple, où en termes de SEO, en termes de référencement, etc., c'est pas du tout le même game. D'accord? Donc si on se compare à ça, on ne pourra pas en tirer grand-chose. Par contre, sur des marques qui sont plus jeunes, on va pouvoir regarder, OK, mais telle marque, par exemple Respire qui a explosé il y a 2 ans, oui à peu près, eux, ils se sont servis comme premier levier d'acquisition de LinkedIn. C'était une des premières marques à utiliser LinkedIn en B2C, donc ils vendent des crèmes, pour faire simple, pour gagner en visibilité. Une des premières à se rendre compte qu'en fait, finalement, qu'on soit en professionnel ou en particulier, dans tous les cas, c'est la même personne derrière son ordinateur, qu'on soit sur LinkedIn ou qu'on soit sur Facebook. Ils se sont très bien sortis comme ça. Donc l'idée, c'est, regardez pas trop la concurrence, mais regardez des marques similaires qui étaient à votre stade il y a 1 an, il y a 2 ans, et essayez de voir comment elles se sont développées. Mais ne vous inspirez pas trop des leaders du marché d'aujourd'hui, parce que finalement, c'est pas parce qu'ils en sont là aujourd'hui que c'est en les copiant que vous allez arriver au même niveau. Et la dernière chose, c'est plus si vous vous lancez, mais je trouve que c'est vrai de manière générale et dans le service et dans le produit, c'est de simplifier votre offre de produits. En gros, l'idée de fond, c'est de faire en sorte d'arrêter de sortir il y en a plein des e-commerce, et j'en vois encore tous les jours aujourd'hui, qui essaient de devenir la référence d'un secteur d'activité, le supermarché de tel ou tel produit, et qui se disent, dans ce secteur-là, moi, je vais tout vendre. Et les gens vont venir chez moi parce que je vends tout. Aujourd'hui, c'est trop cher, c'est trop difficile. En gros, il y a une marque qui fait très bien le supermarché, ça s'appelle Amazon, je ne sais pas si vous avez remarqué, en général, ils s'en sortent bien. Il y a énormément de marketplaces qui existent, il y a énormément de boîtes qui ont déjà pris le créneau de nous, on vend tout ce qui touche à tel sujet. Et donc, ce qui est intéressant de savoir, toujours encore une fois en s'inspirant de ceux qui ont réussi à décoller et à tirer leur épingle du jeu ces dernières années, c'est que celles qui ont le plus réussi, en général, elles ont moins de 5 produits. Pourquoi? Parce qu'en fait, plutôt de se différencier sur le « moi, je propose tout sur ce secteur », moi, je propose le meilleur produit dans cette catégorie très spécifique. Parce que les gens, aujourd'hui, vu leur méthode de recherche et même leur pratique de consommation, ils vont essayer de chercher la référence pour chaque chose. Que vous achetiez un téléphone, que vous achetiez un robinet, que vous achetez un service spécifique. On ne va pas aller quelque part pour se dire, et si j'achetais quelque chose en lien avec la maison, en tout cas on peut, mais ce n'est pas l'acte d'achat le plus courant, on va aller parce que j'ai envie d'acheter un canapé cuir made in France. Plutôt que de faire un e-commerce sur toute la maison, vous allez commencer par devenir la référence des canapés cuir made in France et vous proposer 3 produits. Ça vous coûtera moins cher de vous lancer, ça vous permettra de vous concentrer, ça vous permettra de parler d'une cible plus spécifique et ça vous permettra de vous différencier de base face à même une marque comme, je ne sais pas moi, Conforama, qui vend de tout, mais pas des canapés made in France, enfin si, mais qui n'est pas spécialiste des canapés en cuir made in France. Ça, c'est pour les grandes idées. Du coup, voilà, j'essaie de faire rapide, mais si vous avez des questions pour l'un de nous 3, n'hésitez pas. Alors, je ne vous entends plus. Pourquoi? Vous êtes mute, non? On est là, Hugo, on est là. Ah, c'est bon, ok. Désolée. Ah, c'est bon. Eh bien, super. Est-ce que vous avez des questions? Oui.
Alors, il y a des questions qui sont ressorties. La première, elle est plus pour Céline et Hugo. Vous avez parlé des marketplaces et on se demandait quel marketplace choisir selon son activité, parce que j'imagine qu'il y en a qui sont plus favorables que d'autres selon son activité. Céline? Alors, en fait, oui, il y a des marketplaces qui sont généralistes et des marketplaces qui vont être beaucoup plus spécialisés. En fait, la plupart des marketplaces sont quand même plus généralistes. Si je prends comme l'exemple de La Redoute qui est connue pour à la base de la vente en ligne plutôt de vêtements, des choses comme ça. Aujourd'hui, ils font beaucoup de choses. Ils font pas de l'alimentaire. Je crois que c'est à peu près la seule chose qu'ils ne font pas. Mais c'est vrai que ils vont attirer quand même beaucoup plus de vendeurs dans le domaine de la mode, plutôt moyen haut de gamme que sur d'autres produits. Mais en fait, la question, c'est pas vraiment en fonction des produits qu'on vend, en fait, qu'on va choisir une plateforme de marketplace. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Hugo, mais ça va être en fonction de la visibilité et des conditions qu'elle offre. En fait, l'intérêt surtout d'une marketplace, c'est ça, en fait, c'est d'offrir une visibilité plus grande. Et ça va être en fonction de la concurrence déjà qu'il y a dessus par rapport à vos produits. Par exemple, sur Amazon, il y a une visibilité qui est colossale. Hein, voilà, je ne dirais pas pourquoi, je crois que tout le monde comprend très bien pourquoi il y a cette visibilité-là, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de concurrence. En fait, ils ne vont pas faire le tri où vous n'allez pas être tout seul sur votre produit. Le même produit peut être vendu par plusieurs vendeurs. Par contre, ce qu'il y a, c'est que les marketplaces vont imposer des conditions drastiques en fait de qualité parce que c'est leur aussi c'est la réputation derrière en fait qui est en jeu. Donc moi il n'y a pas de meilleure plateforme de marketplace que d'autres dans l'absolu. Je ne sais pas si Hugo, tu as toi un avis un petit peu plus précis que moi là-dessus. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. L'idée de fond, c'est juste que, en fait, le choix, c'est plus est-ce qu'on va ou pas sur une marketplace, c'est surtout ça Déjà. le sujet de fond. Après, si on y va, l'idée, c'est de multiplier effectivement les marketplaces où on va, parce que le fond du fond, c'est que vous allez avoir, bon, les plus connus où c'est assez facile, mais vous en allez avoir d'autres où c'est difficile de savoir le vrai trafic qui va derrière, surtout dans votre typologie de clientèle. On va prendre La Redoute, par exemple, même s'ils vendent de tout, ils ont quand même une typologie de clientèle qui attire plus que d'autres. Et donc, forcément, si votre cible ne fait pas partie de cette typologie de clientèle, vous n'allez pas avoir des résultats incroyables. Après, l'avantage de la marketplace, en général, pas tout le temps, mais en général, c'est qu'ils ne prennent... ce n'est payant que finalement lorsque lorsqu'il y a une vente qui est dégagée, donc ça ne prendra que sur votre marge. Donc l'idée de fond, c'est de se donner un temps, 2, 3 jours, une semaine grand max, pour pouvoir aller dans un maximum de marketplaces différentes. Et après, une fois que ce temps-là il est fait, vous verrez bien qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui ne prend pas. Et au pire, vous pourrez ensuite optimiser en fonction des différentes cuts qui vous prennent, en fonction des différents coûts et en fonction des différentes contraintes. Mais l'idée de fond, c'est qu'effectivement, le marketplace, c'est un bon endroit pour tester. Et donc, c'est une logique de test. Vous ne bloquez pas forcément en vous disant, OK, eux, ils sont connus pour tel secteur, donc je ne vais pas aller là-bas. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qui est plus important, c'est beaucoup plus par rapport à votre niveau de standing et à au type de produit que vous proposez. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, le marketplace, effectivement, c'est l'équivalent d'aller au marché. C'est pas trop mal comme image. Ce qui fait que si vous êtes en train de vendre un produit haut de gamme, assez stylisé, la nouvelle Tesla de votre secteur, j'en sais rien, aller sur une marketplace type Alibaba, on va dire ça comme ça, c'est peut-être pas la meilleure idée en termes de votre image de marque. Un, parce que je pense que personne n'achètera votre produit dessus, et deux, parce que ça vous mélange un peu à d'autres choses qui sont pas au même niveau de service. Et ça, c'est dommage. Ça vous laisse en fin de compte. Exactement. Et pour rejoindre un des conseils qu'avait donné Hugo tout à l'heure, l'idée, c'est pas forcément de mettre tous vos produits sur la marketplace, mais vous pouvez tester 2-3 produits ou une petite gamme, en fait, pour tester si ça marche et donner de la visibilité, en fait. Alors, j'ai juste une dernière question rapidement concernant le SAV. Thierry, tu nous en as parlé tout à l'heure. On voulait savoir si le chatbot était facile à intégrer à son site e-commerce ou pas. Tu as ton micro coupé. Ouais, si j'ai pas de micro ouvert, c'est déjà un premier problème de SAV.
Non, le chatbot, oui, ça fait partie des éléments qu'on peut intégrer, même si bon, il y a différentes solutions, donc il faut aussi explorer en la matière et puis vérifier que les réponses qui sont générées sont cohérentes par rapport à vos produits. Il y a quand même de l'apprentissage à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Est-ce que dans le chat, vous avez encore des questions? Si vous en avez, c'est le moment. En tout cas, merci beaucoup, Hugo, Céline et Thierry, de nous avoir présenté toutes ces bonnes pratiques pour lancer son site e-commerce. C'était très intéressant. En tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup. J'espère que vous avez également, de l'autre côté de votre écran, été passionné par ce webinaire. Si vous voulez en savoir plus ou être accompagné par nos experts, il suffit de nous écrire à l'adresse transfonum@lamele.com. On a beaucoup parlé de communication aujourd'hui. Demain, on organise un webinaire à 14h pour définir sa cible et donc adapter sa stratégie de communication en ligne en fonction de sa cible. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et puis même à tous les webinaires qui vont suivre. Il en reste encore 6 cette semaine. Merci à tous pour votre participation et on se retrouve donc à 14h pour un webinaire organisation et process. Cet après-midi, on va parler notamment de la facture numérique qui va être obligatoire à partir de 2024. Très bonne journée à tous. Bonne journée, Merci à tous. merci. Merci, au Au revoir. revoir. Au Et revoir. à bientôt. Au revoir.